Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Sur les points suivants, 5 juillet, 55 ans après, nous parlerons donc de la commémoration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, et surtout de l'indifférence quasi totale des Algériens qui se détournent de la célébration de ces fêtes, qui les laissent au régime. Nous parlerons aussi donc de cette restriction annoncée par le gouvernement de certains produits alimentaires notamment, tels que la mayonnaise et le chocolat. Et nous allons nous poser la question, comment vont faire les Algériens sans mayonnaise à mettre sur leur pizza? Parce qu'en Algérie, on met de la mayonnaise sur la pizza. Et enfin, des relations Alger-Paris et de ce rapport de la mission d'expertise électorale dépêchée par l'Union européenne et qui vient donc de s'exprimer sur la question. Avec moi, donc, Hassan Hiresh. Merci d'être avec nous, Hassan Hiresh. Bonsoir. Merci. Donc, comme d'habitude, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Bonsoir, Jamal. Bonsoir. Les téléspectateurs. Zoher Ruiz, secrétaire national Jil Jadi d'Europe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Hassan Oufar, journaliste, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, donc, le premier titre. Le devoir. Quel avenir pour l'Algérie, 55 ans après son indépendance, par Sarah Boumeda. Donc avant de commencer à discuter du sujet, j'aimerais signaler que notre confrère Lahi Abd Sami vient de perdre sa maman aujourd'hui à 10h du matin en Algérie. Nous lui présentons toutes nos condoléances. Rabbi yarhamha, Inch'Allah, ou sa'liha. Et c'est le cas aussi pour notre ami Badreddine Gerfa qui a perdu aujourd'hui aussi son frère. Azamallahu ajrakum. Alors, Hassan Hiresh, le 5 juillet, le 1er novembre, les Algériens ne commémorent plus les fêtes nationales, ils s'en détournent totalement, alors que quand vous prenez par exemple les autres pays, les États-Unis, la France, la population participe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tel désintérêt? Les raisons sont multiples. D'abord, parce que nous avons affaire à un pouvoir illégitime depuis 1962 et un pouvoir qui cherche une légitimité à travers justement cette épopée historique que représente le 1er novembre et l'indépendance de l'Algérie. Donc dès lors que ce pouvoir illégitime s'accapare de ces symboles, il va de soi qu'à ce moment-là, ces symboles sont dépréciés. Ils sont utilisés à des fins de propagande, à des fins uniquement d'intérêt de l'oligarchie des apparatchiks au pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons affaire à un peuple qui est conscient de cette problématique, un peuple qui comprend les choses et qui ne veut pas jouer le jeu. Donc c'est un message envoyé par le peuple algérien aux dirigeants en disant « nous ne sommes pas des moutons, nous n'allons pas vous suivre ». Et du reste, dès 1985, lorsqu'il y a eu la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, je rappelle qu'en même temps, il y avait la première création de l'Association des enfants de Shahid qui avait pour objectif de refuser le détournement, la confiscation de l'indépendance, de détournement justement à travers les cérémonies officielles, glorifiant la guerre d'Algérie, glorifiant l'indépendance, le 1er novembre, etc. Donc ces enfants de Shahid ont décidé d'aller eux-mêmes déposer des gerbes de fleurs au monument aux morts. Ça a commencé à Tizi-Ouzou, mais ça a pris dans beaucoup de villes algériennes. Et, je me souviens très bien, notamment dans l'ouest algérien, il y avait beaucoup d'enfants de Shahid qui ont suivi ça. Et à partir de là, ils ont lancé un message pour dire que ça suffit, ce théâtre, parce qu'il s'agit seulement de théâtre. Ils n'y croient pas. Mais ça n'a rien mis fin, ça n'a pas mis fin au théâtre.
Ils continuent de... C'est un fonds de commerce mémoriel qu'ils utilisent. Ils vont dans les cimetières justement de Chouhada, qu'ils font sembler de pleurer, ils pavoisent un peu les cimetières, ils organisent quelques fêtes dans les villes principales. Du saupoudrage à chaque fois. Saupoudrage. Et moi, je rajouterais un point quand même, en tant que PNListe, comme vous aimez bien m'interpeller à ce niveau. Ce que je constate, c'est l'indépendance de l'Algérie. Non seulement, on ne va pas parler de la date qui a été par Ben Bella décalée du 3 juillet au 5 juillet. On allait y venir. D'accord. Parce que effectivement, il s'est intéressé à la défaite de la régence turque et non pas à la victoire du peuple algérien. Parce que, précision, Hassan, oui. Précision, ce que vous êtes en train de dire, justement, l'indépendance de l'Algérie a eu lieu le 3 juillet. C'est ça. Au lendemain de l'autodétermination. Absolument. Alors que le 5 juillet représente en fait, le 5 juillet 1830, la reddition de Hussein Dey devant les généraux de l'armée expéditionnaire. C'est ça. Pour ce qui allait porter désormais le nom de conquête française. D'ailleurs, un siècle plus tard, le 5 juillet 1930, la France a fêté le centenaire de la conquête. Tout à fait. Et donc, on se demande... il y a plusieurs messages de ce côté-là. Il y a justement le fait que, dès l'indépendance, Ben Bella et ceux qui étaient autour de lui, en fait, détournent leur intérêt du peuple algérien. Le peuple algérien a acquis l'indépendance le 3 juillet. Au lieu de s'intéresser à leur peuple, ils se sont intéressés à la régence turque, c'est-à-dire symboliquement à une autre colonisation. C'est vous dire la perversion de cette mentalité des dirigeants algériens. Vous pensez qu'il l'ait fait exprès moi, je pense que c'est juste du bricolage? Non, je pense que c'est délibéré. C'est un signe qui, à l'époque, était envoyé à la France en disant, voilà, nous avons pris notre revanche. Or, ce n'est pas notre revanche. Effectivement. C'est pas notre et c'est de la falsification. Absolument, falsification, tout à fait. Le deuxième point de Jamel Din qu'il faut quand même soulever, c'est que la fête de l'indépendance doit être la fête de l'indépendance. Elle doit avoir son caractère solennel. On ne lui rajoute pas fête de la jeunesse. Fête de la jeunesse, pourquoi? Symboliquement. Inconsciemment. C'est très important, l'inconscient collectif et l'inconscient. C'est-à-dire que c'est une infantilisation, en réalité, de cette indépendance, de la lutte qui a été menée, etc. On accorde un statut de jeunesse et c'est un geste d'infantilisation de tout ce que... Dans un pays gérontocrate. Absolument. Absolument. Mais à l'époque, il n'était pas encore gérontocrate. À l'époque où ils avaient détourné ça. Mais dans leur tête, ce n'était pas important finalement. Pourquoi? Parce que c'était des gens d'Oujda. C'était le groupe d'Oujda qui n'avait pas fait la guerre. Et donc, c'est comme si, en fait, ils minimisaient la guerre d'indépendance qui s'est passée à l'intérieur du pays, dans les wilayas internes, et non pas à l'armée des frontières qui est venue en pleine Algérie en liesse, tirer le coup de feu, écarter le GPRA, écarter la constituante, écarter des grands noms de la révolution, Boudia, Fait Ahmed, Karim Belkacem, l'ancien président du GPRA, Fares, Ben Khedda, etc. Oui. Donc, toute cette magouille-là, évidemment, c'est pour dire que cette histoire, on l'enterre complètement, et l'histoire maintenant, c'est nous. Et donc, ils ont infantilisé le peuple algérien, ils ont du moins tenté de l'infantiliser, et cette symbolique de la fête de la jeunesse, ce n'est pas par hasard. Il n'y a jamais de hasard, Jamel Din. C'est sûr. Oui, effectivement, c'est une série de tromperies. C'est une série de tricheries sur l'histoire du pays qui aboutit en effet à ce que vous avez annoncé au début de votre intervention, à un désintérêt ou un détournement finalement de la majorité des Algériens sur un événement qui est pourtant fondateur, qui est pourtant très important dans la construction de l'Algérie. Et on voit bien qu'il y a l'événement commémoré par le régime et il y a l'événement
qui est commémoré par les Algériens. Parce que malgré tout, et bien que le régime se retrouve finalement avec lui-même pour fêter l'indépendance, les Algériens ne sont pas dans cet événement-là qui est voulu et créé par le régime. Ils sont dans d'autres événements et j'ai pu suivre ces derniers jours, par exemple, des visites de manière très autonome, très voulue, spontanée personnellement, par des Algériens, la jeunesse, dans les cimetières, un certain nombre de pères fondateurs, par exemple. Et donc, il commémore finalement l'indépendance en dehors de ce circuit. Mais c'est très... c'est très révélateur. C'est très marginal aussi. Ça reste marginal, bien sûr, mais c'est très révélateur aussi, d'un côté, d'une prise de conscience chez quelques-uns, mais aussi de la coupure qu'il y a entre le peuple et ce régime. Et je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la fête de la jeunesse. En effet, c'est celle-ci, la symbolique. C'est nous, vous avons apporté l'indépendance, vous, enfants du pays. Et donc, voilà, donc nous sommes là et nous resterons... la harraga dynamique. Oui, nous resterons là à la tête de ce régime jusqu'à devenir la risée finalement de tout le monde, puisque fête de la jeunesse commémorée par des gens qui ont tous plus de 80 ans aujourd'hui. Donc, ça n'a pas de sens, bien que ça doit rester un événement important dans l'imaginaire algérien. Ça doit être, ça a été dit, la fête de l'indépendance et rien d'autre. Hassan, est-ce que comment dirais-je, ce décrochage, cette indifférence, est-ce qu'il procède de la même logique que celle de ne pas voter, que celle de boycotter les référendums? Est-ce que c'est la même attitude qui se veut passive, mais qui n'en est pas moins insignifiante? Oui, il doit y avoir un message derrière. On peut toujours, si on le cherche, on le trouve. Mais il faut quand même revenir en effet à cette histoire de légitimité, comme là c'est très très bien démontré notre ami Hassan Hiresh. Nous n'allons pas bien sûr refaire l'histoire aujourd'hui, mais imaginons un instant que par exemple Youssef Ben Kheddan ne soit pas balayé par Ben Bella. Moi, je dirais carrément Jamal Abdel Nasser, parce que c'est lui qui a imposé notre premier président de la République, qui, hélas, lui aussi d'ailleurs a été balayé juste après. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, en effet, il y a cette histoire de légitimité, mais on peut aussi s'attarder un petit peu sur le 5 juillet lui-même ou le 3 juillet, parce que même cette date-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Les souvenirs que nous avons en fait, même si nous n'étions pas encore nés à cette époque-là, les images qui reviennent, c'est que les candides, les naïfs parmi le peuple algérien est sorti avec des drapeaux pour fêter justement cette indépendance-là. Sauf qu'à côté, il y avait une autre marge de la société qui est partie justement s'accaparer. Ça a commencé à partir de là. Oui. Par exemple, les biens qui étaient laissés ou délaissés par les colons. Oui. Donc, voilà, ce que je veux dire, le nationalisme déjà a pris quelques coups à cette période-là. Pendant que les autres fêtaient l'indépendance, les autres cassaient les portes. Alors, pour vous rassurer, moi-même qui est né un petit peu après l'indépendance, je peux dire que j'ai l'âge de l'indépendance algérienne. Comme vous, j'ai été en effet pris par cette ferveur-là de fêter le 5 juillet, ou la fête de l'indépendance. Et on a adhéré sans façon aucune, parce qu'il subsistait encore cet esprit que j'appelle l'esprit algérien, donc d'aimer son pays, d'aimer ses dirigeants aussi, parce que ils nous apparaissaient malgré tout, même s'ils n'étaient pas légitimes en soi, mais ils nous apparaissaient comme étant les guides de la nation, des leaders de la nation. Il y avait de l'espoir pour ce pays-là. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit poser, c'est quel est le bilan qui a été fait donc 55 ans après pour ce pays. Oui. Quand on regarde les chiffres, on ne peut pas, si je peux me permettre, tout balayer d'un coup et dire rien n'a été fait. Il y a eu des réalisations scientifiques, économiques, sur tous les plans. Il n'y a aucun souci par rapport à cela. Par exemple. Par contre, je ne vais pas énumérer tout ce qui a été fait. Les universités, les écoles, c'est un fait. Moi, j'ai lu il y a un instant donc, la déclaration du président Bouteflika, qui en effet, on peut y trouver des réalisations, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous avons perdu 55 ans après, c'est cet esprit-là, tout simplement, du jeune, on va dire du jeune Algérien, qui était plutôt fêtard, mais est-ce que nous avons aujourd'hui cette possibilité de faire la fête, avec tout ce qu'on voit dans la société et dans notre pays? Jamel, j'ai envie de rebondir sur deux choses.
D'abord sur votre question, est-ce que le boycott des élections, etc., c'est donc le refus de célébrer les dates mythes fondateurs moi, de mon point de vue, c'est exactement le même aspect que dans un certain pays de l'Est ou pendant la période de l'Union soviétique. Les citoyens de ces pays-là ne travaillaient pas, travaillaient très peu, justement par contestation. Parce que nous sommes dans un système autoritaire, voire dictatorial, et à ce moment-là, nous n'avons aucune autre possibilité de manifester son mécontentement, de manifester le refus de la politique qui est menée, tant au niveau social, éducatif, économique, etc., etc. Et donc, quelle est la solution dans un pays où le citoyen est bâillonné? Eh bien, c'est de refuser de participer à ce que fait le pouvoir. C'était pareil pendant la colonisation française. Les Algériens, d'ailleurs, étaient considérés comme des fainéants par les colons. Mais en réalité, cette fainéantise, elle avait un sens. Elle avait un sens, c'était le refus de travailler pour le colon. Et l'Algérien, on l'a vu comment il était productif dans les usines et la sidérurgie française, en France les émigrés, métropolitaine, et il était complètement improductif dans son pays. Dans la colonie. Ça a quand même un sens, ce non-sens. Oui. C'est parce que justement, c'est la seule façon qui lui reste de manifester non seulement son mécontentement, mais le refus du système qui est mis en place. Oui. Je rebondis sur un deuxième point, Hassan, si vous me le permettez. C'est qu'il n'y a eu aucune réalisation en Algérie, aucune. Ni la construction des universités, ni les usines, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que les universités algériennes, elles sont effectivement légion. Mais si l'on compare, par exemple, aujourd'hui, le nombre d'articles, de livres, de travaux de recherche, etc., comparé à la Tunisie, comparé au Maroc. Et le niveau. Alors je n'ose pas. Et le niveau. Ça va avec. Oui. Et je n'ose pas comparer, évidemment, à un pays comme la Corée du Sud, comme l'Espagne, qui était pratiquement au même niveau que l'Algérie. Et l'université qui est classée après la Somalie. Absolument. Donc, après la Libye. C'est une non-réalisation. Il ne suffit pas de construire des bâtiments. Il ne suffit pas de recruter des étudiants, de recruter des professeurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, nous n'attirons aucun chercheur étranger dans nos universités? Aucun. Aucun. C'est quand même dramatique. Vous ajoutez de l'eau à votre moulin. Savez-vous ce qui distingue l'université algérienne dans les autres universités du monde? En quoi elle est connue? Est-ce que vous le savez? Le plagiat. Le plagiat. Elle se distingue par le plagiat. Et, mieux encore, le directeur de la recherche scientifique au ministère de M. Aourar a été pris la main dans le sac. Il n'a pas été plagié une publication qui vient du Japon ou de l'Inde, qui soit un peu loin. Il a plagié une personnalité française. Et il a été pris la main dans le sac. Mais le plagiat, les faux diplômes, les notes négociées avec les étudiants, etc., etc. Le bac qu'on n'arrive même pas à organiser d'une façon digne. Un État comme l'Algérie, qui a 55 ans d'âge, qui a une des armées les plus puissantes du monde, en tout cas parmi les 2 ou 3 premières d'Afrique, oui. Qui a un système administratif vraiment pléthorique. Et je peux multiplier comment dire, la mainmise de l'État sur la société, qui n'arrive même pas à organiser un baccalauréat sans tricherie. Donc, je peux multiplier comme ça juste 2 autres exemples. Ce qu'on a appelé l'industrie industrialisante. C'est une supercherie. Oui. Ces industries-là, les grands conglomérats à la soviétique, ça aboutit à quoi? À un fiasco industriel où l'Algérie a payé des milliards et des milliards, non pas pour la production, mais pour la maintenance de ces usines.
Et aujourd'hui, on est encore en train de payer cette gabegie. Je n'ose pas parler dans le détail de ce qui se passe par exemple à Al-Hajjar. On vend l'usine à bas prix ArcelorMittal qui nous la revend beaucoup plus cher, sans compter aussi les usines de ciment qu'on vend à Orascom à un dinar symbolique qui sont achetées par Lafarge à la bourse de Londres avec des centaines de millions. On peut multiplier les exemples de gabegie, de gâchis, etc. Il y a milliards et les milliards de dollars qui ont été consommés de façon, comment dire, irresponsable depuis l'indépendance et particulièrement depuis que Bouteflika est au pouvoir. Donc, je conclus qu'il n'y a aucune réalisation dans la mesure où chaque pseudo-réalisation est un échec. Alors, avant que je ne donne la réponse à Hassan, Zoher. J'aimerais bien effectivement rebondir là-dessus. Et je suis d'accord sur le premier point. Ce n'est pas de la passivité des Algériens, c'est une forme de résistance. Et le lien que vous avez fait avec les élections, etc., on a eu pendant, si on veut rester juste sur l'histoire très très récente, on a eu une séquence sur les élections qui a démontré de manière phénoménale que ce n'était pas de la passivité, mais de la résistance, et donc de la résistance active. Et ils ont eu raison, et c'est pour ça aussi que vous avez ce qui s'apparente à un désintérêt par rapport à des événements importants pour l'Algérie, comme le 5 juillet ou le 3 juillet, mais qui n'est pas un désintérêt en réalité, c'est vous avez votre événement, nous avons notre histoire, et à nous de nous réapproprier notre histoire, et finalement, et de reprendre la destinée de notre pays en main. Donc ça, c'est sur le premier aspect. Sur le second, évidemment qu'il n'y a pas de réalisation. Enfin, ça procède de la série de falsifications dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parlais d'histoire, etc. Mais c'est tout ce décor qui tombe en ruine sur les industries, sur construire un hôpital ou même un bâtiment, peu importe. Oui, absolument. Mais construire dans du dur avec du béton, c'est à la portée de tout le monde, c'est facile. Mais avoir une stratégie au long terme de développement qui permette de se dire c'est bon, l'indépendance est acquise, l'Algérie est pérennisée. Or, aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir, le président lui-même l'a fait, et je vais y revenir, est-ce que l'Algérie est pérenne ? Est-ce que ce qui se fait permet de se dire que dans 100 ans, on pourra encore fêter l'indépendance de l'Algérie ? On est à même, aujourd'hui, on est légitime à se poser ce genre de questions, tellement l'Algérie a été fragilisée par ce régime, tellement elle a été malmenée par ce régime. Et quand je lis, vous avez évoqué le discours de Bouteflika à l'occasion du 5 juillet, il dit quoi? Il dit « J'ai accompli de belles œuvres pendant 19 ans ». Ensuite, il rajoute « La situation est difficile depuis 2008 ». Depuis 2008, mais qu'a-t-il fait? Ça fait presque 10 ans. Qu'ont-ils fait de l'Algérie en 10 ans? La situation est difficile depuis 2008. Il dit « Elle permet les réserves de change, 100 milliards, une poignée de dollars à l'échelle de l'Algérie, 100 milliards de dollars. » Il dit « Les réserves de change permettront de sauvegarder encore l'indépendance économique de l'Algérie. » Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que le président de l'Algérie nous dit? Il nous dit que nous en avons pour 2-3 ans avant de perdre notre indépendance économique. Et sans travailler, sans produire, sans créer la richesse, sans avoir à le faire. Sans rien faire. Ouais. Et avec un gouvernement qui vient d'être nommé et qui vous pond un document de 62 pages de programme économique où il n'y a rien. Ça veut dire qu'on va continuer à aller au mur parce que tout est bâti sur le prix du baril de pétrole. Et le prix du baril de pétrole, qui connaît aujourd'hui, qui oscille entre 40 et 46, alors que la loi de finances est basée sur un baril à 60. Donc, où sont les réalisations? Il est à craindre pour notre indépendance, oui. Si vous permettez, Jamel, en fait, quand j'avais parlé de réalisation, voilà, parce que mes deux camarades ont rebondi un petit peu sur ce que j'avais dit par rapport à... Donc, moi, je voulais montrer un peu conciliant. Voilà l'histoire. Parce que si nous sommes ici à faire des constats, j'en pourrais en faire moi-même des bien négatifs. Par contre, voilà, on arrive à un moment, je parlais de l'esprit algérien, que faudrait faire maintenant pour cette Algérie?
Parce que si on est là à parler de ce qui a été raté depuis 1962 jusqu'à présent, on a eu, je ne sais pas, au moins 42 millions de projets. Parce que nous sommes, voilà, nous autres Algériens, à ne pas être justement conciliants. Et après, si vous me demandiez mon avis personnel, j'avais bien commencé que, hélas, nous n'allons pas refaire l'histoire. Parce que l'histoire que j'aurais aimé aussi voir, c'était celle de Aben, de Karim Belkacem, qui avait une vision, Belkhada, mais malheureusement, on ne refait pas l'histoire. On ne va pas rester ici 50 ans encore à se poser des questions. Que fallait-il faire? Est-ce que nous avons réalisé ou pas? Donc, mais je crois, Hassan, oui. je crois que créditer ce régime d'avoir réalisé des choses, c'est apporter si de l'eau à son Jamel, moulin, et c'est le... quelque part, c'est le légitimer. Oui, je ne crédite pas, mais je ne veux pas non plus incriminer des personnes ou des personnages ou des personnalités, parce que nous avons tendance comme cela à incriminer un petit peu tout le monde. Et on se désengage, c'est comme si on n'avait pas, nous, comme peuple, une petite part de responsabilité. Après, il doit y avoir quand même, je vais parler un peu comme un sociologue, des raisons endogènes et exogènes, parce que vous parliez du pétrole, je ne pense pas que le régime algérien soit responsable des prix du pétrole, par exemple. Il est responsable de faire dépendre tout le pays sur la pétrole. Mais en tout cas, Hassan, moi je suis très content qu'il y ait quelqu'un pour essayer de défendre un peu ce régime. Parce qu'il y a des millions de nos compatriotes qui sont dans cette posture. Et qui sont dans une posture encore pire, qui traite de harki quiconque ose critiquer le régime. Mais nous allons passer au sujet suivant, parce que nous avons pris beaucoup de temps pour ce premier. Donc, le titre. Bouteflika presse Paris de reconnaître les souffrances d'hier liées à la colonisation par le monde. Alors, nous allons parler des relations algéro-françaises. On dirait qu'elles sont en train de se refroidir. Et nous parlerons aussi de ce qui vient de tomber, cette expertise de la mission d'expertise électorale à l'occasion des élections législatives. Ce qui m'intéresse, Jamel Din, c'est que dans le discours, la déclaration de Abdelaziz Bouteflika, chef de l'État. C'est lui qui a, d'abord, c'est lui qui a écrit cette lettre. Bon, je crois qu'il faut le dire à chaque fois. Oui, vous avez raison. On sait très bien que c'est l'aéropage et c'est les différents clans qui, à un moment, c'est tel clan qui prend un peu plus de pouvoir et qui écrit à sa place. On lui fait écrire et on lui fait dire des choses. Mais bien évidemment. Mais ce que je relève, c'est quand il a parlé justement de l'histoire et puis de la relation avec la France, il n'a pas parlé de partenariat stratégique, il a parlé de relations d'exception. C'est là aussi symboliquement, Jamel Din, je le retiens. Je le retiens pourquoi? Parce qu'une relation d'exception, c'est ce qu'il y a eu depuis 1962. Une relation d'exception pour couvrir les assassinats politiques, pour couvrir la gabegie économique, les essais nucléaires, les essais chimiques, les armes chimiques. La collaboration interservices dans la répression. Absolument. Le détournement de l'argent public, les biens mal acquis. L'exfiltration de l'assassin de El Msiri. Absolument. La couverture de tous les crimes d'État depuis 1962 et même avant 1962. Le feu vert pour le coup d'État de 1992. Absolument. Et aussi tout l'argent des gens du pouvoir, des apparatchiks, qui est investi ici dans l'immobilier, l'hôtellerie, investi dans des affaires, dans des sociétés offshore, etc. C'est tout ça, justement, la relation d'exception à laquelle le chef de l'État appelle et maintient la relation avec la France. Donc, mais est-ce qu'elles ne se refroidissent pas ces relations en ce moment avec Macron, avec l'arrivée de Macron, qui avait laissé croire, quand il a visité Alger avant les élections, qu'il allait être le super ami du régime algérien. Et les embrassades et les boussades et tout ce qu'on a vu, tout le monde, d'ailleurs, le régime était très content de l'avoir reçu et d'avoir misé sur son élection, mais après, il s'avère
très distant, très réservé, voire même peut-être le contraire de François Hollande, qui les portait de façon... Ce qu'espèrent les Algériens, c'est très simple, Jamaldine. Les Algériens veulent de la transparence. Non seulement de la transparence dans les affaires publiques à l'intérieur du pays, mais aussi la transparence au niveau des relations diplomatiques et particulièrement avec la France. Pourquoi avec la France? Parce qu'il y a effectivement ce passé, mais il y a aussi ici 3-4 millions d'Algériens qui vivent en France. Et donc c'est une relation historiquement privilégiée, mais qui sont restés, on va dire, en surface tumultueuse, mais en réalité des intérêts bien compris des dirigeants. On peut parler de connivence? Tout à fait, je pense qu'on peut parler de connivence. Oui, on peut parler de connivence entre le régime et les différentes autorités françaises qui se sont succédées à la tête de la France. Oui, un certain nombre d'exemples a été cité ici et le régime algérien a toujours bénéficié pour se maintenir en Algérie du soutien de la France. Et la France a agi auprès de ses autres partenaires au niveau de l'Union européenne et même outre-Atlantique pour que ce régime puisse bénéficier d'une certaine crédibilité qui lui permette finalement de répondre au cahier des charges qu'on lui a imposé, mais qu'on ne connaît pas, qui est opaque, et qui lui permet, lui, de profiter pour rester à la tête de ce pays sans que personne ne pipe mot. Donc aujourd'hui, on voit bien effectivement qu'il y a une forme de refroidissement dans les relations entre les nouvelles autorités. Pourquoi il y a refroidissement? Est-ce que parce que Macron est en train de se rendre compte que si jamais ça tourne mal en Algérie, la France va payer le prix fort en recevant un bot people qu'elle ne pourra pas endiguer? C'est difficile à dire, je ne sais pas. En tout cas, si on en reste au fait de ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il a eu, c'est eux qui le disent, en tout cas c'est l'Élysée qui l'annonce, ils ont eu trois discussions avec Bouteflika. Les trois n'ont tourné qu'autour de la question du terrorisme et de la sécurité dans le sud du pays. En aucun cas, au Sahel, et en aucun cas, et à aucun moment de relations algéro-françaises. Donc on voit bien que ce qui intéresse le président Macron, aujourd'hui, ce n'est pas la relation. Et Macron, contrairement à François Hollande, ne dit pas « nous avons parlé ». Il dit « j'ai dit » à M. Bouteflika. Oui. C'est comme s'il ne voulait pas être complice de cette prise d'otage. C'est comme s'il voulait nous dire « Bouteflika n'est pas en état de discuter, c'est moi qui lui ai parlé ». Oui. Et puis par moment, il a insisté sur cette et par moment, il a eu même un temps assez autoritaire. Hein. Il s'est exprimé, on s'en souvient, au Mali, en tant que chef de guerre, et il a dit des choses sur l'Algérie. Le dernier acte, c'est quand même le G5. Le G5 sans l'Algérie. L'Algérie qui était normalement un partenaire, en tout cas la garantie des accords. Et le choix du Maroc comme premier pays maghrébin à visiter. Donc il y a un certain nombre de signes qui démontrent effectivement qu'il y a peut-être un refroidissement. Il faut voir un peu comment ça va évoluer. Ce que dit Zoher, juste un mot par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux phrases qui peuvent nous donner des indications. La première, on en avait parlé ici il y a 1 ou 2 semaines, c'était le discours de M. Tebboune, Premier ministre algérien, qui, dans son différents programmes, demandait aux Algériens de soutenir le pouvoir dans sa politique extérieure. Ce qui veut dire quelque part... C'est une formule d'ailleurs complètement hallucinante. Soutenir la politique internationale de l'Algérie. C'est incroyable. Mais compte tenu de ce qui vient d'être dit, à savoir justement que à chaque fois que le président Macron a eu les responsables algériens au téléphone pour parler effectivement des problèmes de sécurité au Sahel. Donc il juge soit une implication néfaste de l'Algérie, soit une non-implication, soit un refus de participer à un règlement de cette question du Sahel et de la Libye. Et encore une fois aussi, symboliquement, le fait que le président Macron soit allé au Maroc, ça veut dire que peut-être il y a une inquiétude par rapport à la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. Donc ce n'est pas par hasard que M. Tebboune mette le soutien à l'économie et le soutien à la politique étrangère dans le même sens. Dans un plan d'action.
parce que précisément, aussi bien l'économie que la politique étrangère dépendent en large partie de la relation avec la France. Hassan, j'ai une question avant que vous vous exprimiez. Pourquoi Macron, cette fois-ci, enfin l'État français, n'a-t-il pas présenté, envoyé de messages de félicitations à l'Algérie à l'occasion du 5 juillet? Je ne suis pas au secret des cieux et des dieux, comme on dit, mais je pense que Macron, comme ça vient d'être dit, puis ça a été dit aussi sur d'autres tribunes, qu'il veut, à mon avis, donc, présider, mais à sa façon. C'est à la façon Macron. Je pense que Macron, le président Macron, est venu vraiment faire une rupture par rapport à tout ce qui a été réalisé par ses prédécesseurs. Donc c'est une nouvelle politique. C'est pas ce qu'il a montré lorsqu'il a visité l'Algérie avant les élections. Par rapport à l'Algérie, il était candidat. Oui, je crois bien. Enfin, je crois bien. En effet, mais c'est là où il est inutile de rappeler l'importance des enjeux qu'il y a entre la France et l'Algérie. Elles sont de tout ordre économique, mais en priorité émigration et sécurité. Cependant, donc, selon ce que l'on voit sur la surface médiatique, diplomatique, mais je pense que comme les relations, elles sont exceptionnelles, ce sont des choses qui se font dans les coulisses et pas... donc c'est vous dire que c'est quand même très difficile de commenter les relations. Les messages, Hassan, les messages qui sont envoyés ils restent diplomatiques. Très audibles, sans appel. Alors pour dire les choses... Très vraisemblablement. Pour dire les choses autrement et plus clairement, moi je pense que c'est une question, et ça va le rester, ça va être des questions de secret d'État entre l'Algérie et la France, pour des raisons que je viens de citer. En tout cas, les messages sont insistants, ils sont de plus en plus clairs, ils sont de plus en plus nets. Il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a ce que vous avez évoqué, c'est quand même une première, qu'il n'y ait pas de message de félicitations pour l'indépendance de l'Algérie, de la part de la France. Et puis, je fais le lien avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le rapport de la mission de l'Union européenne sur les élections, c'est quand même une première, là aussi. Et je peux vous dire que ce type de rapport ne peut pas sortir de l'Union européenne si la France ne s'était pas engagée. La chasse gardée de la Absolument, France. ne s'était pas engagée sur la publication de ce rapport. Oui. Et il est assez édifiant, dès les premières recommandations, sur la situation du pays que nous connaissons, que nous dénonçons et que nous répétons ici à longueur d'onde. Dès les premières recommandations, on informe l'Europe et le monde entier qu'il n'y a pas d'état de droit en Algérie. Alors, une question, mais j'aimerais que vous alliez vite parce qu'il nous reste un sujet à traiter, mais c'est une question cruciale. Est-ce que la France, l'État français et l'opinion publique française vont se rendre compte, enfin, que le soutien au régime algérien peut être une immense catastrophe pour la France, parce que si jamais ça tourne mal en Algérie, ce qui est très vraisemblable et très probable et même très prévisible, c'est que la France sera la première destination de gens que nul ne pourra retenir. Est-ce que les Français sont conscients de ce péril? Le commun des Français, je ne sais pas, mais en tout cas, les autorités françaises, comme les autres pays, n'agissent que pour leurs intérêts. Et il n'y a que ça qui compte, leurs intérêts, les intérêts de leur pays. Il est de leur intérêt. J'y viens, oui, tout à fait. Oui. De conjurer une telle extrémité. Absolument. Si ce danger-là devenait imminent, naturellement, qu'ils sauraient réagir. Aujourd'hui, ils pensent peut-être que c'est contenu. Peut-être aussi que la position de Macron, telle qu'on l'a exprimée là, telle qu'on l'a commentée ici, peut-être qu'elle exprime aussi une inquiétude de la France par rapport à ses intérêts. Parler de la situation sécuritaire dans le Sahel, ça fait partie des éléments d'appréciation et qui pourraient expliquer ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais il est évident qu'ils agissent pour défendre les intérêts de leur pays, et ils le feront. Seul notre régime agit pour ses propres intérêts, et non pas pour ceux de l'Algérie. L'intérêt de... Donc, évidemment qu'ils pourraient pousser le régime à s'ouvrir davantage, etc. Mais ils ne le feront pas pour les beaux yeux des Algériens, j'allais dire. Ils le feront que si leurs propres intérêts sont menacés. Une menace comme celle que vous avez évoquée, comme il peut y en avoir d'autres. Alors, très rapidement. Moi, je pense que le grand problème ici en France, c'est que la relation avec l'Algérie est gérée plus par le ministère de l'Intérieur
que par les affaires étrangères ou les autres affaires de relations. Mais il ne faut pas oublier, Hassan, autre chose. Les lobbies pro-régime, je ne dis pas les lobbies pro-Algérie, les lobbies pro-régime algérien qui activent ici et qui ont bénéficié de capitaux immenses sous la table sont très actifs et sont très décisifs, j'allais dire. À l'évidence. Ce que je dis, c'est que ce manque de transparence, parce que le ministère de l'Intérieur prend en main, garde en main véritablement l'essentiel des relations entre les deux pays. On l'a vu depuis Pasqua, vous l'avez vous-même tout à l'heure rappelé, l'assassinat de Maître Ali Missili en plein Paris, et on attrape l'assassin et on en fait cadeau. On fait cadeau au régime algérien qui a télécommandé l'assassinat. Donc, c'est dire à quel point le peuple français, comme le rappelle si bien Zoher, le peuple français ignore ça. Ignore, parce que les médias, précisément, les médias français ne s'intéressent pas à l'Algérie. Hassan, très vite. Très très rapidement, donc voilà, moi je crois en fait en le changement de génération. Notre ami Hassan vient de parler de Pasqua, mais voilà, c'est comme ça, je suis un peu naïf peut-être, mais peut-être que les générations ont changé, peut-être que les procédés ont changé de part et d'autre. Peut-être qu'ils vont changer. Peut-être qu'ils vont changer, ou ils sont en train de changer. Donc tout ce qu'il y a lieu maintenant d'espérer, c'est que ce que vous appelez comme une prévision, j'espère que franchement que ça n'arrive pas. Et puis après, donc, je crois en le changement de ces générations-là. Je pense que de part et d'autre, il va y avoir des gens qui vont peut-être gouverner autrement. Peut-être et ça, c'est mon qu'on a affaire à des signaux qui sont envoyés par l'équipe Macron en disant « maintenant, ça suffit ». Il faut passer effectivement la main. On ne peut pas rester en l'état. Le régime algérien ne peut pas tout le temps bâillonner son peuple. Ne peut pas empêcher les équipes nouvelles de venir gérer le pays. Le vrai problème de l'Algérie, c'est quoi? C'est l'alternance. Et nous allons passer, je m'excuse Hassan Hirsch, au sujet suivant, le dernier. Restriction. Le gouvernement suspend les importations de plusieurs produits, dont la mayonnaise et le chocolat, par la rédaction. Tout le monde est en train de rigoler ici. Mayonnaise et chocolat. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Il y a un texte chanté, un poème chanté de Slimane Azem sur le régime algérien, où il compare en gros le régime algérien à Tchouka. À Tchouka, et donc c'est effectivement un peu la mayonnaise, quoi. Et là, franchement, avec leur discours, la mayonnaise ne prend pas, parce que les Algériens ne croient pas, voilà, ne croient pas au discours habituel, démagogique, etc. Mais non plus les moyens, Hassan Hirsch. Maintenant, c'est fini la grande zerda. C'est fini les importations à tout va de n'importe quoi qui ont fait de l'Algérie un immense bazar. Les gens, moi j'ai vu de mes yeux, et on m'en a, enfin dans des vidéos, et on m'a rapporté qu'on venait faire ses courses de la Tunisie, du Mali, du Niger, en Algérie, à l'Elma, entre autres. Il y avait de tout en Algérie. Mais maintenant c'est fini. Il y a quelque chose qui me fait peur quand même, Djamaldine. Je ne sais pas ce que penseront mes amis qui sont ici sur le plateau. Ce qui me fait peur, c'est que lors même que, effectivement, effondrement des moyens financiers, lors même qu'effectivement il y a une inquiétude et que, effectivement, ces importations, on ne peut plus faire face, etc., c'est que l'Algérie dispose d'un système militaro-policier extrêmement puissant. Ce dont j'ai peur, c'est qu'il y ait une reprise en main, même dans la pauvreté, comme ça s'est passé en Russie avec Poutine, comme ça s'est passé en Égypte avec le maréchal Sissi, comme c'est en train de se passer au Venezuela. On peut multiplier, peut-être, c'est ce qui va se passer peut-être bientôt en Syrie. Donc, ce qui me fait peur, c'est que le recours à la force, en dernier recours. Malgré effectivement les difficultés qui s'annoncent, et des difficultés énormes, une crise de confiance qui s'accentue, crise économique, crise sociale, crise éducative, crise morale, etc. Malgré cela, j'ai bien peur qu'effectivement il y ait une reprise en main par la force. Et là, j'espère que l'armée algérienne ne marchera pas dans cette combine cette fois-ci.
Oui, parce que cette histoire de chocolat et de mayonnaise, elle est très franchement très accessoire par rapport à ce qui peut arriver, compte tenu des difficultés que traverse l'Algérie et qui ont été toutes les crises qui ont été rappelées ici. Et pour relier ça avec le sujet précédent, les autorités françaises, par exemple, sont parfaitement informées de la situation. Ils savent exactement quelles sont les données que le régime cache aux Algériens, qu'il garde pour lui, pour raconter une autre histoire. Donc toutes ces données sont connues et permettent peut-être une réelle politique telle qu'elle a été évoquée ici, peut-être une réaction d'une nouvelle génération de dirigeants qui sera peut-être un peu plus conforme à ce qui est souhaité par les Algériens. Donc qu'il n'y ait plus de chocolat, ce n'est pas le sujet, très franchement, parce que l'Algérie va malgré tout devant des difficultés monstrueuses. Et le fait de plus avoir suffisamment de ressources pour justement subvenir aux produits de première nécessité, c'est ça qui va poser problème. Et dans le programme de Tebboune, dans toutes ces déclarations, ils ont monté une commission qui va mettre à plat toutes les subventions, toutes les aides sociales. Et donc vont commencer un certain nombre de mesures qui vont justement amener les Algériens à devenir un peu plus protestataires, peut-être un peu plus, sortir un peu plus dans la rue et réclamer le minimum vital qui aujourd'hui, qui va devenir petit à petit difficile à tenir. Et c'est ça, quand je parlais tout à l'heure d'absence ou de crainte sur la pérennité de l'Algérie, sur son indépendance économique, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Et donc, c'est compliqué, ça va être de plus en plus compliqué de raconter aux Algériens que finalement c'est eux qui dépensent, c'est eux qui mangent, qui gaspillent du chocolat et de la mayonnaise. Non, ils demandent des efforts aux Algériens pendant qu'eux continuent dans l'opulence, qui nous expliquent pourquoi finalement avoir construit cette mosquée avec tous ces milliards. Pourquoi le budget de l'armée est-il aussi exorbitant? Oui, pourquoi cette course aux armements à tel niveau l'armée algérienne est, je crois, la deuxième en Afrique. Oui, et l'une des plus dotées du monde. Oui. Pourquoi? En tout cas, voilà, l'Égypte, pays de 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Hassan, rapidement. Très rapidement, toujours. Par rapport donc, à cette histoire de mayonnaise, encore, même si ça reste un peu anecdotique, mais bon, tous les experts l'avaient prévu. En fait, notre malheur, c'est de dépendre des hydrocarbures. Et ça, c'est depuis toujours que ça nous poursuit un peu comme une malédiction. Après, sinon, sur la politique de la restriction budgétaire, moi je trouve que c'est normal en effet d'arrêter d'importer des choses qui soient, j'allais dire encore une fois pour reprendre votre mot, accessoires. Après, il s'agit maintenant, parce qu'il faut quand même regarder vers le futur, il faut, à mon avis, c'est vraiment un appel que je lance, il va falloir encore une fois se réunir, s'unir, il faut appeler au bon sens de tout le monde pour qu'une solution soit envisagée. Parce qu'il y a la grande inconnue maintenant, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est on ne sait pas ce qui se trame dans l'esprit des plus jeunes Algériens. Autant notre génération a été patiente, elle a été, j'allais dire, très patiente même, mais celle qui arrive, malheureusement, moi personnellement, je ne sais pas ce qui se trame dans leur tête. Mais Hassan, avec ces restrictions, ils n'ont plus le choix, maintenant ils sont obligés. Il y a des seuils incompressibles. Ce n'est plus possible de pouvoir dépenser 70 milliards par an, à gaver les gens, à les anesthésier, notamment leurs alliés naturels, quelques millions quand même de personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des statuts qu'ils n'ont pas rêvé, dans les meilleurs de leurs rêves. Mais là, en l'occurrence, le problème est que tout ce qui se consomme en Algérie est importé. Tout. D'une façon ou d'une autre. Un économiste m'a démontré que le pain qu'on produit dans les boulangeries algériennes est importé. Ah oui, c'est le blé. Pas seulement. L'Algérie est un des plus grands acheteurs de blé. Il m'a expliqué, les fours sont importés, oui. Le transport de la farine est importé, les équipements qui ramènent de l'eau sont importés. Il m'a démontré que le taux d'intégration est quasiment nul, que le pain est importé à peu près 90%.
peut-être notre salut, justement, de retourner vers nos sources, donc notre façon mais de ça se fait pas consommer, comme notre ça. façon de nous habiller, Mais ça notre ne se fait pas façon comme ça, de Hassan. manger peut-être. Ça ne se Voilà. fait pas comme ça. Il faut des années, des décennies de. c'est vrai. Il faut une de travail. volonté, une stratégie de développement à long terme. Et pour avoir une volonté, il faut un régime démocratique. Il faut un état de droit. Tout à fait. Et ça ne viendra pas de ce régime. Celui-là, il est d'abord corrompu, il est déconnecté de la population, il n'est pas légitime. Et donc le jour où l'Algérie se dotera d'institutions libres, légitimes, démocratiques, il y aura discussion dans un vrai parlement, pas un parlement désigné, un vrai parlement de la stratégie de développement. Et on n'aura plus, on ne dépendra en tout cas beaucoup moins, par exemple, du pétrole. L'énergie renouvelable, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire dans ce pays. Le tourisme, l'agriculture, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être développés sans avoir besoin d'importer quoi que ce soit en équipement supplémentaire, sauf qu'il n'y a pas de volonté, parce que ce n'est pas leur souhait de pérenniser l'Algérie, ce n'est pas leur souhait de développer l'Algérie, ce n'est pas leur souhait que les Algériens, finalement, se développent et commencent à revendiquer un certain nombre de droits. Voilà. Moi, je pense très schématiquement, franchement, qu'il y a deux façons d'assurer la cohésion sociale et la paix sociale. La première, c'est la rente. C'est ce que nous avons fait depuis 1962. Et il ne s'agit pas de faire un constat négatif. Il s'agit de se rappeler une réalité qui fait mal et de situer les responsabilités. La deuxième possibilité, c'est une totale démocratie. Parce que dans une totale démocratie, où l'Algérien, quel qu'il soit, va se sentir acteur et maître de son destin, à ce moment-là, effectivement, il va avoir une cohésion sociale grâce à ce processus démocratique. Donc c'est l'un ou l'autre. On sait que maintenant, le premier schéma, la rente, c'est complètement épuisé. Ou on passe au second, ou bien c'est le chaos. Merci Hassan Hersh, merci Hassan Oufar, merci Zoher Ruiz, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'salama.